Bonjour Claudia. Bonjour Elodie. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le cycle d'investigation numéro 235 dont tu ne connais pas le sujet. Non. Donc ça se décline en deux parties. Il y a une première partie de protocole qui est fixe et commune à tous les binômes en France et à l'international. Et une seconde partie qui est libre et qui nous permet de développer les réponses obtenues en première partie. Voilà, j'ai terminé l'explication. Est-ce que Claudia, tu te sens confortablement installée? Oui, impeccable. Très bien. Alors, tu vas respirer profondément. Voilà, et à l'expire, tu expulses les tensions du corps. Très bien. Tu renouvelles cette inspiration profonde. Et à l'expire, tu chasses toutes les pensées parasites de ton esprit. Et tu disparais un petit peu du fond, mais ah, ça pas mal là. Très bien. Connecté à ta respiration, lente, profonde. À chaque inspire, à chaque expire, tu descends palier après palier. De plus en plus profondément. Dans le calme, dans tes fréquences. Et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, Claudia, tu te connectes au mot fractal. 1, 2, 3. Fractal. Et dis-moi ce que tu perçois. Alors, je suis dans l'espace et je vois en face de moi une forme géométrique qui se déforme. D'accord. Autre chose capte ton attention? Il y a des couleurs à certains endroits qui sont changeantes. Et des couleurs changeantes. D'accord. Très bien. Si tu changes de point de vue, que tu prends de la hauteur, perçois-tu autre chose qui attire ton attention? Il y a des espèces d'effets stromboscopiques et visuels, mais également auditifs. D'accord. Autre chose? Non, là, je vois une rivière souterraine. C'est tout. Ok. Elle vibre avec le mot fractal, cette rivière souterraine? En fait, c'est pas elle exactement, c'est la roche dans laquelle elle est en train de passer. D'accord. Très bien. Et maintenant, Claudia, dis-moi pourquoi une fractale peut-elle être répétée à l'infini? Bah là, ce que je vois, c'est que c'est une comment dire, une construction vibratoire qui existe dans l'espace. Mhm. Et qu'est-ce qui fait que cette construction vibratoire qui existe dans l'espace se répète à l'infini?
Eh bien, sur la Terre, c'est comme si elle faisait partie de la construction du vivant. Elle est dans un cycle de vie qui fait qu'elle existe par cet effet de répétition. D'accord. Et dans l'espace, observe. Est-ce que tu observes le même mouvement énergétique ou est-ce différent? Non. Oui, il est différent parce qu'en fait, sur la Terre, il y a ce mouvement-là rentre en résonance, s'aligne avec l'ADN du vivant. D'accord. Donc les deux sont différents. D'accord, très bien. Et maintenant, je vais compter de 1 à 3, Claudia. Et à mon 3, la plus grande fractale qui existe ici et maintenant apparaît. Et tu me la décris. 1, 2, 3. Tu es devant la plus grande fractale qui existe ici et maintenant. Ce que je vois, c'est comme si c'était un reflet de notre monde, du monde que l'on connaît. D'accord. Vérifie cette information. Oui, c'est à la fois comme si ce système était une seule forme vibratoire et à la fois complètement divisé en multiples formes vibratoires, chacune étant le reflet, le pendant de quelque chose d'existant sur la Terre. D'accord. Ok. Très bien. Et maintenant, Claudia, je compte de 1 à 3. Et à 3, tu te connectes à la plus petite fractale existence, ici et maintenant. 1, 2, 3. Je la vois sous forme d'onde qui donc se lie à l'ADN. Très bien. Ok. Autre chose attire ton attention? Non. Très bien. Quelle est la relation entre les fractales et l'espace-temps? Ce que je perçois, c'est que cette vibration existe dans tous les espaces-temps, Mhm. qu'elle est commune à tous, qu'elle est un point commun, oui, voilà, un point commun à tous les espaces-temps. Et qu'est-ce que c'était la question? La question, quelle est la relation entre les fractales et l'espace-temps? Ah oui, bah d'après ce que je vois là, c'est comme si ça nous permettait justement de passer d'un espace-temps à un autre, de naviguer d'un espace-temps à un autre. D'accord. C'est comme une passerelle, un dénominateur commun?
Oui, c'est les deux, oui. Très bien. Et maintenant, quelle relation perçois-tu entre les fractales et les mécanismes de base de la vie? C'est comme si ça insufflait un souffle de vie, ça participe de ce souffle de vie, de cette base vibratoire. Et attends, redis-moi la question. Quelle relation perçois-tu entre les fractales et les mécanismes de la base de la vie? Oui, bah, ça fait comme une espèce de maillage vibratoire entre le vivant et entre le vivant visible et l'existant invisible. Ok. Ok, merci. Et maintenant, Claudia, fractale et partie subliminale. Que perçois-tu à ce sujet? Ce que j'ai perçu, c'est que c'est comme si la fractale pouvait être un support utilisable par les parties subliminales. Comme si elle pouvait s'en servir de base, de support Mhm. pour pas mal de choses, pour créer, pour un support aussi pour conserver de la mémoire. D'accord. Autre chose, tu perçois et qui attire ton attention entre fractale et partie subliminale? Ce qui est venu, c'est que ça pouvait leur servir aussi de fil d'Ariane, enfin de repère, euh, de garde-fou pour ne pas se perdre. Euh, Dans la partie contrôlée de l'éther, de l'astral, euh, c'est comme si c'était la petite vibration qui leur permettrait de se libérer, enfin de se connecter à elle et à l'esprit de l'existant, à ce qui existe au-delà de toute forme physique, au-delà de toute forme entravante ou limitante. D'accord. Tu me corriges si ce que je dis n'est pas ce que tu as voulu dire. Ça signifie que dans un système contrôlant, une partie subliminale qui est dans un système contrôlant, la perception de la fractale, de sa vibration, lui permet de reconnecter à cette base vibratoire, qui est un dénominateur commun dans les espaces-temps, Oui, pour qu'elle puisse se libérer de son système interférent et contrôlant. oui, c'est ça, voilà. C'est comme une espèce de mémoire Ok, d'un état avant toute interférence. très bien. Alors, on a terminé la première partie du protocole. Restons sur fractal et partie subliminale. Observe une partie subliminale qui interagit, qui agit comme une fractale. Alors, elle est dans un espèce de bouillonnement de création, de créativité et d'énergie euh, qui, du coup, l'éloigne de la partie physique. Parce que si la partie subliminale se met à fonctionner comme une fractale à 100%, Mm. le corps physique ne supporterait pas cette vibration.
D'accord. Ok. Très bien. Est-ce qu'il existe des cas où la partie subliminale, justement, fonctionne 100% comme une fractale? Alors, a priori, oui. Ce que je vois là, ce sont des personnes attachées sur leur lit dans des centres médicalisés parce qu'elles sont, comment dire, elles ont des crises enfin, elles sont plus vraiment présentes dans leur corps. Et du coup, je vois leur corps complètement comme s'il était agité de gros soubresauts, comme s'il y avait un courant électrique qui le parcourait en fait. Donc les corps physiques sont attachés. D'accord. Ils sont attachés dans des instituts publics, privés ou gouvernementaux? Alors oui, je vois les deux dans des instituts publics parce qu'ils ne savent pas du tout qu'est-ce qui provoque ça. Mhm. Par contre, là, je vois effectivement une espèce des chambres, enfin un endroit où des expériences sont faites sur ces personnes, ces corps. Ok. Rapproche-toi de cette observation. Focus-toi sur ces expériences qui sont faites sur ces êtres humains, dont la partie subliminale fonctionne 100% comme une fractale. Et décris-moi ce qui se passe d'un point de vue énergétique pour eux. Tu veux dire d'un point de vue ésotérique? Oui. 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 Alors, en fait, la partie subliminale est très peu, est assez éloignée du corps physique. Mhm. Euh, c'est comme si elle avait décidé que cette expérience-là, euh, elle ne s'occupait pas de sa partie physique parce que expérimenter le 100% fractal aussi proche de la dimension de la densité, euh, c'est à ça qu'elle veut, c'est ça qu'elle veut expérimenter. Je ne sais pas si c'est très clair. Je veux bien que tu reformules. Euh, Là, celle que j'observe en tout cas, Oui. c'est comme si elle avait décidé de ne plus s'occuper de son corps physique pour pouvoir expérimenter euh, cette sensation de fractal très proche de la densité matière, de la matière. D'accord. Parce qu'en fait, quand la partie subliminale est aussi proche de la matière, quand elle est en lien avec un corps physique, elle a des ressentis, des vibrations qu'elle n'expérimente pas quand elle est non incarnée. Ok. Mais là, dans ce cas-là, ce qui l'intéresse, c'est pas d'expérimenter la matière à travers un corps, c'est d'expérimenter la proximité de la matière à travers la, la vibration de la fractale. Ok. Très bien. Et qu'est-ce qu'elle en observe? Quelles informations elle en retire de cette expérience? Elle en retire l'expérience que sur la Terre, pour le moment, euh, elle n'arrive pas à insuffler à la partie physique toutes les possibilités que permettrait cette fusion entre voilà. Euh, mais là, elle est en train enfin celle que j'observe est en train d'engranger des informations, des connaissances, et son but c'est ensuite de trouver une autre dimension, enfin une autre ou une autre planète, enfin un autre champ endroit d'expérience où elle pourrait justement trouver un corps physique qui supporterait les vibrations 100% fractales.
Hmm. Ok, très bien. Et maintenant, Claudia, toujours sur les expériences qui sont faites sur les humains, dans la partie subliminale et 100% fractale. Dis-moi ce que les autres êtres humains dans les laboratoires expérimentent sur ces corps, sur ces êtres. Alors, je les vois en modification de conscience parce qu'en fait, ils ont bien intégré que le corps ne servait entre guillemets à rien. Donc, ils sont plus sur l'exploration du champ euh, vibratoire. Mhm. Donc, ils sont en modification de conscience, en observation, avec, comment dire, ils essayent de, alors pas encore de rentrer en, comment dire, il y a beaucoup d'observations. Ils sont en train aussi de prendre des informations pour voir comment fonctionnent ces parties subliminales quand elles se, quand- en tout cas celle-ci, parce que celle-ci, elle est vraiment dans l'expérience du 100% Hmm. fractal et elle s'occupe de rien d'autre. Et donc du coup là, c'est vraiment beaucoup de l'observation parce qu'ils n'arrivent pas à entrer en interaction avec elle. D'accord. Mais comment est-ce qu'ils procèdent pour quand ils font des tentatives d'interaction avec elle? Ben, je les vois enfin faire un peu comme nous, c'est-à-dire sortir en modification de conscience et Oui. essayer d'entrer en contact avec cette partie subliminale. Ok. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, pour le moment, ils n'ont pas réussi parce qu'elle est très centrée sur cette expérience de récupération d'informations. En fait, elle est désintéressée de leur présence. Est-ce que toi, tu l'observes là, cette partie subliminale? Oui, Ok. Décris-moi comment c'est elle comme si s'anime. c'est comme si c'était un tourbillon. Elle tourne autour d'elle-même, en fait. Enfin, de la partie que je vois, hein. Hmm. D'accord. Et ce Elle est très tourbillon, dense. très dense. D'accord. Et ce tourbillon, il est fait de quoi? Alors, il est fait de fréquences. Il y en a qui sont sous forme de lumière. Il y en a qui sont sous forme de son, euh, d'ondes que je vois visuellement. Mhm. Ok. Dis-moi si cette partie subliminale que tu observes, elle a d'autres existences. Est-ce qu'elle a plusieurs créations, plusieurs existences dans la matière? Euh, alors, elle a plusieurs existences. Euh, non, pas sur Terre. Mhm, Sur Terre, non. mhm, Par contre, dans la matière, oui. mhm. Ah oui, alors je vois qu'elle est en train de, à un certain niveau, elle récupère donc ces informations qui se passent ici et elle est en train de les tester. Euh, ah oui, non, d'accord. En fait, si, mais c'est sur une autre ligne de temps sur la Terre. C'est bien sur la Terre, mais c'est sur une autre ligne de temps. Est-ce qu'il y a d'autres existences sur d'autres planètes? Oui, mais pas en lien avec l'expérience de la fractale qu'elle fait ici. Ah, d'accord. Et à quoi ressemblent ces expériences sur les autres planètes? Que tu me dis que c'est pas en lien avec... Bah, là, elle expérimente le 100% fractal. Donc ici, le 100% fractal au plus près de la densité matière. Ouais. Mais sur d'autres planètes, elle expérimente la densité matière, Mhm. mais la partie fractale est juste la partie support de base de la fréquence vibratoire de cette densité matière. D'accord. Donc là, pour cette partie subliminale, elle cherche vraiment à expérimenter
la capacité fractale dans un corps physique sur Terre? Alors, pas encore dans un corps physique parce que le corps physique n'a pas encore cette possibilité-là sur Terre. Qu'est-ce qui l'en empêche dans sa physicalité? Alors, je vois qu'il manque l'activation de certaines parties d'ADN. D'accord. Regarde cette partie d'ADN qui n'est pas activée. Alors, il y en a plusieurs, à plusieurs endroits, parce que ça nécessiterait un corps physique différent, plus fort, plus dense, plus sain. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il observe quelque part, à un moment donné, ce corps physique qui permet d'habiter la partie fractale, une partie subliminale fractale? Est-ce que tu veux répéter ta question? Est-ce qu'il existe quelque part un corps physique qui est habité par une partie subliminale fractale? Oui, seulement celui que je vois là, il est synthétique. Synthétique. D'accord. Et tu es quand? 2223. 2223. Et on est sur... on est où? Une planète expérimentale. Et cette planète expérimentale est-elle dans notre système solaire ou non? Non, non. Ok. Très bien. Très bien, Claudia. Dis-moi si la partie subliminale que tu observes, dis-moi quelle est sa condition ésotérique. Est-elle libre, oui ou non? Oui. Ok. Est-ce que elle intéresse les interférents? Non. En fait, ils ont pas... Comment dire? Ils ont des fréquences tellement différentes et lointaines que même pas il la calcule pas. Ok. Très bien. Tout à l'heure, à la première question d'ailleurs, tu t'es connecté au mot fractal. Tu as observé cette forme géométrique qui se déformait dans l'espace. J'aimerais que tu observes cette déformation et que tu me la décrives. Donc, il y a une partie de la forme qui est assez fixe et qui diffère par ses vibrations, son taux vibratoire. Et puis, à une extrémité de la forme, il y a la partie mobile, enfin, la partie qui se déforme. Mouvante. Oui, mouvante. Est-ce qu'elle justement, elle se meut de façon, comment je vais dire, symétrique, égale, linéaire, ou est-ce que c'est vraiment déformé? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Je ne sais pas si je comprends. Est-ce que c'est uniforme, cette déformation? Un peu comme un ballon qui se gonfle? Ou est-ce que c'est tout déformé? Oui, oui, effectivement, il y a plusieurs. C'est plutôt déformé, oui. Ok. C'est comme si, la partie de la forme fixe vibrait une fréquence ou des fréquences, et que cette partie, comment tu as dit, pas mobile, variable, mouvante, voilà, mouvante, était une. Il y a un lien de création, de créativité. C'est comme si les fréquences émises par la partie fixe se mettaient à
créer quelque chose dans la partie mouvante. D'accord. Très bien. Pars de la partie fixe. Focus-toi sur la partie fixe et dis-moi ce que tu perçois. Ce qui est venu, c'était le chant de la vie. D'accord. En fait, c'est comme oui, ce que j'entends là, c'est une onde vibratoire de Et que ressens-tu là? c'est comme si on était centré au maximum possible. C'est D'accord. comme si on était très très centré, concentré, une seule, j'ai pas les mots, une fréquence qu'on peut moduler. Et tu ressens cela en cet instant, en Oui, toi? oui. C'est agréable? Alors si je trouve ça agréable, c'est que je reviens en fait. Et c'est pas, il n'y a pas de désagréable ni d'agréable. Je sais pas comment dire. Ok. Alors, C'est excuse-moi, je te laisse finir ta non, phrase. non, il n'y a pas de, comment on dit? Deux mots? Il n'y a pas de, c'est pas le mot jugement. Il n'y a pas de, De définition? Claudia, déconnecte de ses sensations. Déconnecte des oui, ressentis. Reviens à tes fréquences. Voilà, change de point de vue, prends un peu de perspective. oui, Ok. ça y est, je revois la forme, oui. Ok. Bon, ça t'a fait de l'effet, cette forme. Oui. Très bien. Observe maintenant le mouvement depuis cette forme fixe, vibratoire, cette onde de vie, ce centrage absolu, et suis le mouvement de cette onde jusqu'à la création de ce qui se meut en périphérie. Et décris-moi ce que tu observes. Là, ce que je vois, ce sont des créations de planètes. En fait, il y a plein de choses qui explosent, enfin qui explosent, je veux dire plein de choses qui naissent. Je vois la création de planètes, je vois la création de systèmes solaires, je vois la création de... Là, je vois une table et des chaises. Il y a plein de... C'est comme si c'était plein de petites bulles de création. Je vois de la nature. Ok. Et si tu plonges encore plus dans le détail de ce qui est invisible et imperceptible pour les yeux physiques? Tu m'as dit qu'on est parti d'une onde. Et comment est-ce que ces ondes créent des chaises, la nature, des planètes? Observe depuis l'état d'onde jusqu'à l'état de particule. Et dis-moi ce que tu perçois. Je perçois comme comment dire, une espèce de récupération. Il y a un mouvement. Il y a un mouvement qui fait comme une espèce de récupération de particules, d'agglomération, de concentration de particules. Et il y a un espèce de mouvement d'accélération qui se crée. Et ce mouvement d'accélération permet une sorte d'agglomération des particules physiques.
D'accord. Et en fait, en arrivant dans la matière, c'est comme si nous, on la voit inerte, mais en fait, c'est comme si la matière était très... Mouvante. ouais, mais à fond, quoi. Vraiment, il y a vraiment... c'est comme si ce qui permettait de maintenir la matière dense, c'était ce mouvement rapide, cette Ouais. vélocité. Et d'ailleurs, cette vélocité, ce mouvement rapide, est-ce que tu me le décris, s'il te plaît? Est-ce qu'il est anarchique ou est-ce qu'il est régulier? Est-ce qu'il a un sens? Oui, il est régulier. Mhm. Il est comme contenu. Ok. C'est-à-dire? Comme si tout ce qui vibre, comme si chaque atome, comme si chaque particule Mhm. étaient en interaction les unes avec les autres dans une espèce d'équilibre maintenu par ce mouvement énergétique. Ok. Et ce mouvement énergétique, est-ce qu'il dessine une forme particulière? Oui, alors à un certain niveau, oui, il dessine une forme de 8. Une forme de 8. Ok. Très bien. Ok. Écoute, Claudia, tu vas déconnecter de ce que tu observes. Tu reviens à tes fréquences. Et je vais te demander si tu observes quelque chose d'autre qui te semble important de me communiquer dans ce champ informationnel de l'éther concernant la fractale. A priori, ça a l'air d'être un champ de possibles important à explorer parce qu'il amènera des possibilités insoupçonnées. D'accord. Et depuis notre condition d'être humain dans la matière, quelles sont nos ressources pour cette exploration du champ des possibles via la fractale? Alors, de ce que je vois, c'est l'intégrer par toute petite dose. De quelle façon est-ce que nous l'intégrons? Je vois des connexions en fait, comme si en se mettant en état d'intériorisation, de centrage profond, comme un peu une méditation profonde, Mhm. avec l'intention de connecter à ce système-là de façon progressive. D'accord. Ok. Après, je vois des écoutes de fréquences. D'accord. Mais alors, dans ce que tu es en train de me décrire, d'exploiter ce champ des possibles en l'intégrant par petites doses, est-ce que c'est ce qui va permettre au corps physique de suivre? Euh, oui et non. En fait, l'intégrer par petite dose permet justement de l'intégrer parce que le corps physique n'est pas encore prêt. Mhm. Euh, Et de ce que je vois, Oui, excuse-moi, oui, vas-y. de ce que je vois pour une intégration plus facile, plus fluide et plus efficace, ce sont les corps physiques qui fonctionnent par le prana, qui n'ont plus d'alimentation Mhm. physique. Ceux-là
pour une partie d'entre eux, sont capables d'intégrer beaucoup plus et de bénéficier beaucoup plus. Ok. Ils correspondent davantage à ces critères de densité, du corps, de force et de santé? Oui, oui, c'est ça. D'accord. Y a-t-il une technologie, des moyens technologiques pour permettre au corps d'y accéder, de suivre? Il y a des essais qui sont faits, Mhm. mais pour le moment, il y a rien de, je vois rien de très probant. Ok. Très bien. Observe le moment, s'il existe, où c'est devenu possible qu'une partie subliminale fractale fonctionne en harmonie avec un corps physique, humain, terrestre. Alors là, ce qui est venu, c'est les habitants de l'Atlantide. D'accord. Nombreux, un grand nombre d'entre eux a cette capacité-là. D'accord. Tu as une date à me donner de ce que tu observes, du moment que tu observes là? Bon, il y a 3729. D'accord. Ok. Et l'Atlantide, elle est située où là, où tu observes? Dans un espace-temps différent sur une ligne de temps différente. D'accord. Ok. Et quelles sont les conséquences, les bénéfices de cet état d'être vibratoire? En fait, ils ont comme la capacité d'évoluer en même temps dans le monde physique et dans le monde vibratoire, de façon... Il n'y a pas de séparation entre les deux mondes. Tu veux dire qu'ils n'ont pas besoin, comme nous, de se mettre en état modifié de conscience pour pouvoir accéder Oui, à oui, l'éther? oui, tout à fait. Ça fait partie intégrante de leur champ de perception? Oui, complètement. Et puis, ils ont cette capacité à se déplacer, à déplacer la matière d'un point à un autre, d'une ligne de temps à une autre. Ok, observe leur ADN. Ah oui, bah, il n'est pas du tout comme le nôtre. D'abord, il est très très lumineux, et puis il est utilisé complètement. Enfin, il est Il est codé? codé. Oui, voilà. À Pas quel complètement, pourcentage? non. 97. D'accord. Ok. Et les 3% restants? Regarde, observe, dis-moi ce que c'est. Ce que tu perçois. Le libre arbitre, le choix. Ah. Et ça, c'est pas codé? Non, c'est la possibilité de leur laisser choisir ce qu'ils veulent coder là. Ah, d'accord. Ok. Très bien. Observe un Atlante dont les 3% d'ADN ont été codés par sa volonté. Non, ils refusent. Ah, qu'est-ce qui provoque ce refus? Quelle est la cause? Ah, il refuse de te laisser accès à Oui, l'information? c'est ça, Pardon. c'est ce qu'il vient de me dire. Et il me dit que cette information-là, et voilà, je vais pas avoir accès. C'est d'ordre privé. Très bien. Ok. Je te remercie, Claudia. Allez, il est temps de rentrer de ce voyage qui était très intéressant.
Tu déconnectes de tout ce que tu observes, tu déconnectes de tout et de tous, Claudia, maintenant. Tu reviens dans tes fréquences. Et je vais compter de 3 à 1 pour ce retour. À 3, tu es dans ton corps. Voilà, dans chaque partie de toi. À 2, tu crées pour toi les énergies, les fréquences, les vibrations qui te sont idéales. Depuis ton centre. Voilà, tu crées le calme, la joie, le bien-être et la sérénité. Tout ce qui te fait plaisir. Et à 1, pleinement consciente de l'ici et maintenant, de ton présent. Tu rouvres les yeux et tu reviens parmi nous. Coucou. Merci beaucoup, Claudia. Super, merci beaucoup. Oui, À merci. bientôt. Oui. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone,
di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile,
E lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui
l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con un presunto
una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.